Alors, c'est bon, logiciel, on peut parler, on peut dire. Ouais. Ouais, déjà 2 semaines.
Bonjour, bonjour. Venez vous asseoir, il reste des places devant. Ceux qui sont debout, ça va être lent, hein. Il reste plein de places là. Même sur les estrades, là-haut, non? C'est pas grave, on va commencer sans... Tant pis. Bon alors, bonjour à tous pour ce lundi matin. Donc, on est une équipe de choc pour vous présenter des beaux sujets. Donc, je vous présente l'équipe qui va présenter avec moi ce matin. Vous connaissez Christina du digital. Vous connaissez Mathieu, digital aussi, UX designer. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a fabriqué cette magnifique présentation que vous allez voir. Vous allez réagir. Aude, directrice de la production, vous la connaissez aussi. Vous connaissez peut-être un peu moins Justine et Kathleen, qui viennent du marketing ProWebCE. Voilà, et moi, Véronique, DSI.
Alors, ce matin, on va vous parler de la culture d'innovation. Vous vous souvenez, en avril, on en a parlé, on lance un défi pour augmenter notre culture d'innovation chez Edenred. Donc, normalement, c'est censé marcher. Mais comme ça ne marche pas, est-ce qu'on peut passer à la première slide? Alors, pour ceux et celles qui se sont inscrites au défi culture d'innovation, vous savez que notre mission, donc, c'est d'accroître notre culture d'innovation chez Edenred. Il y a 92 personnes qui se sont dites volontaires pour embarquer dans ce voyage avec nous. Vous l'êtes peut-être, vous ne l'êtes peut-être pas, c'est pas grave. S'il y en a qui veulent embarquer, il y a toujours de la place dans notre vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous souvenez en fait de la différence entre innovation et l'idée, l'imagination. Donc, l'innovation, c'est le fait de transformer finalement l'imagination en produit. Donc, ça peut être deux choses très différentes. Ça peut être un produit exceptionnel, qui est comme par exemple quand on a innové en fabriquant la carte hybride. Et puis, ça peut être aussi à une échelle plus réduite, mais qui a autant d'impact, c'est optimiser un processus qui ne fonctionne pas aujourd'hui à l'intérieur de l'entreprise. On a parfois de la difficulté à innover parce qu'on sait que d'abord, il faut avoir l'audace de finalement partager ses idées. Et puis, il faut un peu de moyens et de méthodes pour arriver à innover dans une entreprise comme la nôtre. Alors aujourd'hui, on vous propose un voyage en 5 étapes. Aujourd'hui, on va finalement partir pour la première étape, qui est l'étape de la curiosité. Donc on sait que pour innover, il faut être capable d'imaginer, et donc on va vouloir s'inspirer des choses qu'on voit à l'extérieur. Et donc ce matin, on va vous amener à Vivatech, qui est un événement exceptionnel dont Mathieu vous parlera dans un instant. Sachez qu'il y a d'autres événements aussi auxquels vous pouvez accéder facilement. Donc, des événements d'abord à l'interne. Il y a eu plusieurs événements, des hackathons chez ProWeb, une journée d'idéation chez nous. Il y a les Eden Café qui vous informent sur tout un tas de choses qui se passent dans la maison. Mais il y a aussi des événements externes. Donc, sachez que, par exemple, Edenred est membre de l'EBG, l'Electronic Business Group. On est membre aussi d'une association qui s'appelle l'Axel et qui donne des conférences de bonne qualité sur tout un tas de sujets. Il y a aussi des événements comme cette semaine, il y a le Salesforce Tour qui se passe à Porte de Versailles. Il y a aussi le Google Cloud Summit. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir, à aller prendre de l'inspiration à l'extérieur. Et dans les prochaines étapes, donc l'étape 2 qu'on va vous proposer, c'est une étape de partage d'expérience. Donc c'est souvent finalement en entendant parler des gens qui ont eu des démarches d'innovation qu'on va pouvoir avoir des idées sur comment faire pour innover. La troisième étape, c'est une étape sur l'audace. Donc comment se lancer, comment ne pas avoir peur d'échouer? La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en innovation, on peut échouer si on apprend de ses erreurs. Donc, on va peut-être organiser une soirée sur des gens qui ont échoué et qui vont partager leur expérience avec nous pour être sûr que du coup, on apprenne de leurs expériences et qu'on n'échoue pas de la même façon. Donc, il y a un concept qui m'a été soufflé par Justine qui s'appelle la Fuck Up Night. C'est des entrepreneurs qui viennent raconter pourquoi ils ont foiré leur entreprise. Donc, ça permet en fait de se décomplexer et de se dire « Ok, moi aussi, je pourrais essayer et puis comme je sais qu'il ne faut pas faire ça, je ne le ferai pas et je vais gagner. » Ensuite, une quatrième étape sur la méthodo, sur les méthodes d'innovation, puisque c'est souvent aussi par la méthode qu'on arrive à bien innover. Et puis en cinquième étape, on va vous proposer d'agir, donc d'innover vous-même,
mais aussi de donner les clés à l'ensemble de l'entreprise, de démultiplier nos énergies, donc les 92 voyageurs, de démultiplier l'énergie pour finalement embarquer toute l'entreprise. Voilà. Je laisse la parole à Mathieu. Avec plaisir. Donc là, on a décidé de vous présenter le best-of de la Vivatech, ou en tout cas comment on l'a vu nous. La Vivatech, c'est un salon qui se tient à la porte de Versailles du 17 au 18 mai. Donc on a eu l'occasion d'aller... Ça va être plus agréable pour vous, je pense. Donc la Vivatech, c'est quoi? La Vivatech, c'est un des plus grands salons d'Europe concernant l'innovation et les nouvelles technologies. C'est un point de rencontre pour les grandes entreprises, les startups, les visiteurs et les fans de tout ce qui est nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce qu'on entend par nouvelles technologies? Ça peut être plein d'innovations entre intelligence artificielle, réalité augmentée, mais aussi toutes les unités techniques, les ondes connectées, etc. Donc c'est un grand mélange de tout ça dans deux plus grands halls de la porte de Versailles. C'est immense et ça accueille énormément de visiteurs, puisque encore cette année, pour sa 4e édition, il y a eu, tous les records du salon ont été battus, c'est-à-dire 124 000 participants pour 125 pays, donc c'est quand même un salon qui a une rayonnance internationale assez importante. Et on va le voir au travers des personnes qui viennent visiter ce salon et des intervenants. C'est 450 speakers. Il faut savoir qu'il y a des tentes ou des espaces qui sont réservés pour speaker sur des nouvelles idées, des innovations, mais aussi des conférences qui sont organisées où on a des grands chefs d'entreprise qui viennent donner leur vision de demain et comment ce sera pour les prochaines innovations. Et c'est aussi un grand rassemblement de startups qui sont généralement invités par les grands groupes, comme La Poste, EDF. On a vu tout à l'heure, je suis passé un peu vite, c'est pour montrer la Robot Park by EDF. On voit qu'il y a plein de startups qui sont présentes et là, c'était justement pour... Donc la Vivatech, c'est ça, c'est un grand salon avec plein de gens, plein de spectacles. On en prend plein les yeux, c'est très, très lumineux, c'est organisé par Publicis. C'est une super édition. Oui, donc l'un des thèmes de la tech, c'était Women. Il y avait 40% des intervenantes qui étaient des femmes qui comptent dans l'économie numérique. Parmi elles, il y avait Ginny Rometty, qui a fait la conférence d'inauguration de Vivatech, qui a parlé d'intelligence artificielle, de cloud, de cybersécurité. Elle a donné sa vision de où en sont aujourd'hui les entreprises dans leur transformation digitale. Au cours des dernières années, les entreprises ont expérimenté l'intelligence artificielle, ont migré certains processus vers le cloud et essayé de transposer toutes ces expérimentations numériques et digitales. Et aujourd'hui, on en est au chapitre 2, qui est l'accélération de cette transformation digitale, qui va s'appuyer sur 3 piliers. D'abord la rapidité, ensuite l'évolutivité, ou scalability, et enfin la cybersécurité. En termes de rapidité, c'est pouvoir exposer les données le plus rapidement possible à différentes applications. Donc voilà, elle avait cette phrase qui était il n'y a pas d'IA sans AMI, donc il n'y a pas d'intelligence artificielle sans architecture d'information. Donc ça, c'est quelque chose que l'on commence déjà à faire chez NMREN, travailler sur l'architecture avec les DSI, les architectes. Ensuite, l'évolutivité, où en gros, comme les données à traiter vont être de plus en plus importantes, on va s'appuyer sur des clouds hybrides, donc à la fois des clouds privés et des clouds publics. Et enfin, la cybersécurité, puisque il va falloir vraiment travailler de plus en plus tôt avec les consommateurs, mais aussi avec les étudiants, avec toute la population, pour donner confiance dans ce traitement de la donnée,
être le plus transparent possible, expliquer le mieux possible et surtout garantir la sécurité de l'exploitation des données. Voilà. Parmi les autres speakers, il y avait de poids, il y avait aussi Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba, qui lui avait cette façon un peu drôle et originale de distinguer les machines de l'homme. On dit souvent que les machines aujourd'hui peuvent faire la majorité des choses que les hommes font. Voilà, et lui, il souligne que la différence, c'est que les machines n'ont pas de rêve, et que les hommes sont là pour rêver et faire aux machines, faire exécuter aux machines les rêves que l'on peut avoir. Donc il ne faut pas s'arrêter de rêver et d'imaginer et d'inventer. Ça, c'est quelques thèmes qui ont été proposés, quelques thèmes, des thèmes de la bibliothèque. On parle de la santé, on parle de la tech for good, et aussi de la customer experience. Alors ça, c'est quelques petits extraits, aussi des grands thèmes abordés pour la bibliothèque. Care, on voit ici une machine en bas à gauche qui permet de faire des opérations complètement robotisées. Demain, en tout cas, on aura peut-être l'occasion de se faire opérer directement par les machines. On aime ou on n'aime pas, c'est un autre débat. Tech for Good, on a eu beaucoup d'exposants qui étaient là pour présenter des innovations en rapport avec l'environnement. Ici, on voit un panneau solaire éolien. On a vu plein de choses, des jardins sans terre. Voilà, plein de choses innovantes pour améliorer la planète. La mobilité Smart City, c'est comment mieux voyager au sein des villes, mieux avoir une expérience urbaine plus immersive. Et la Customer Experience, alors là, j'ai fait un petit choix de photo avec un petit top qu'on ne voit pas tellement ici. C'est comment on consomme aujourd'hui les éléments. Et ça, c'est un exemple tout bête. Au lieu d'avoir une carte dans un menu, dans un restaurant, en fait, on a ce petit top qui est posé sur la table. En fait, il se connecte directement à notre smartphone et on peut consulter le restaurant directement. C'est une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon d'avoir une expérience utilisateur. Demain, peut-être que le serveur ne passera plus si c'est sur nous, mais on consommera directement depuis ce point de vue. Donc, il y a eu des thèmes, il y en a eu plein. Là, j'en ai illustré 4, mais plein de thèmes pour tous. Il y a eu aussi des choses un peu plus marrantes. Oui, parmi les choses un peu qui sortent de l'ordinaire, on a vu pas mal de choses. On a vu des choses surprenantes. C'était là le drone taxi de demain. Si vous voulez aller d'un point A et un point B sans chauffeur. On a vu des choses drôles. Ils ont reconstruit la Batmobile à l'occasion des 80 ans, je crois, de la sortie. Voilà, avec une voiture qui était vraiment connectée comme dans le film, qui fonctionne. On a vu des choses lumineuses. Il y avait une meeting, donc il y avait Louis Vuitton notamment, enfin LVMH plutôt, qui avait un stand très grand d'ailleurs, avec des sacs dans lesquels des sacs à main, on pouvait diffuser ses vidéos. Des sacs à main avec des LED, monogrammes en LED qui allaient et venaient, ou des choses, des maquillages en 3D de chez L'Oréal. Et puis des choses futuristes, alors là on ne peut pas vous montrer la vidéo, mais elle sera dans la présentation qu'on enverra, avec le premier hôtel connecté inventé par Jack Ma, je sais. Flyzoo, c'est finalement un hôtel où tout est fait en intelligence artificielle, donc vous n'avez quasiment pas l'interaction humaine. Vous pouvez commander votre bouteille d'eau et c'est un petit robot qui vous l'apporte. Vous n'avez pas besoin de clé pour ouvrir votre chambre parce qu'il vous reconnaît avec une identification rétinienne. Donc vous avez quand même des gens qui vous disent bonjour et au revoir quand vous entrez, vous sortez de l'immeuble, mais à part ça, vous n'avez pas besoin d'autres interactions puisque vous avez une liberté totale. Personne d'autre ne peut rentrer dans votre chambre parce que pas avoir l'identification rétinienne. Donc voilà, il y avait pas mal de choses très, très différentes dans ce salon. Et du coup, quand même, on a vu des choses d'application pour les brèves.
On a rencontré Algolia, qui est une société qui crée des API, en fait, qui finalement a créé un Google Bis, mais à mettre sur son site internet, donc, qui permet en fait d'optimiser la recherche sur son site internet, qui permet l'affichage des résultats en temps réel, qui permet d'afficher des résultats même si on fait des fautes d'orthographe, possibilité ensuite nous en back-office de personnaliser les résultats si on veut pousser un produit qui est par exemple plutôt qu'un autre. Ensuite un outil d'analyse qui permet de savoir quelles sont les requêtes les plus tapées et celles qui ne donnent aucun résultat. Donc ça permettrait vraiment de pouvoir apporter les meilleures réponses à nos utilisateurs. Et puis améliorer le taux de transfo également sur nos sites de entendu. On a rencontré Miro, qui est une société qui finalement industrialise la production de photos. Ils ont 58 000 photographes en France, ils se déplacent partout voilà, ils prennent des photos. Là, il y a un algorithme de retouche d'image qui le fait comme le brief l'a souhaité et qui permet de. Alors, c'est surtout pour Airbnb, Deliveroo, etc., qui permet de présenter la meilleure photo pour assurer le meilleur taux de transformation. Voilà, on pourrait nous également améliorer l'expérience de nos utilisateurs dans la recherche du déjeuner et puis éventuellement en faire un service monétisé. Oui, alors on a rencontré aussi un produit qui s'appelle Archipel, qui a été créé conjointement par EDF, Engie et La Poste, puisque donc 3 sociétés font face à beaucoup de fraudes quand il s'agit de finalement fournir des justificatifs de domicile. Donc ils utilisent les dernières technologies, c'est-à-dire la blockchain, pour finalement valider les pièces justificatives. Donc pas complètement certaine que ce service puisse être utile à Edenred dans le futur, mais quand même, on voit l'usage de technologies innovantes qui permet d'économiser de l'argent, puisque ce service, finalement, est totalement connectable en fait, par API. Il n'y a pas besoin d'humain pour vérifier le justificatif de domicile. Et puis, ça permet voilà, d'être plus sûr et moins cher. Donc, c'est une solution intéressante. On a eu aussi l'occasion de rencontrer UPass, qui est de la RPA, donc c'est de la robotique, Process Automation. En fait, le concept du besoin au Japon notamment, avec une population vieillissante et une population active de plus en plus faible, de concentrer les salariés sur des tâches qui sont productives et plus sur des tâches répétitives, de façon à ce qu'elles aient une capacité à faire, qu'elles soient faites sur ce qui a de la valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est ce qu'a décidé de faire UPass de manière plutôt intelligente, puisqu'elle est capable de scanner les interfaces même. Aujourd'hui, on sait que les interfaces elles bougent énormément, elles sont changeantes, et plutôt que de remettre à jour le robot chaque fois, elle est capable de scanner le site et de savoir où sont les actions, même si elles ont des actions à droite. C'est quelque chose d'assez performant, et les opportunités pour Edenred, ce serait d'appliquer service client, peu importe. Un exemple bête, par exemple, c'est de supprimer toute sa data. Ça nous envoie un mail, le robot est capable de lire ce mail et de l'interpréter, et d'aller dans les différents services pour aller supprimer sur chacun des supports la data de l'utilisateur. Voilà, ça c'est un exemple. Alors après, on rencontre aussi Xalis. C'est la première banque destinée aux adolescents. Et c'est assez développé aux États-Unis, pas du tout en France. Mais ils sont lancés sur un nouveau segment de marché. Alors l'application, elle est peut-être quand on y allait, ça va être 1 mois. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est la partie éducation financière. On aide déjà les adolescents à soit épargner, à gérer leur budget, etc. Et aussi à les bien penser. Ce sont là, c'est qu'ils ont mis qu'ils n'ont pas utilisé dans
Nous, on s'est dit, bah, tiens, c'est ça aussi, peut-être, c'est se dire. Alors, je trouve ça, en tout cas, on a peut-être envisagé la partie, finalement, des enfants, des endroits et de bénéficiaires. C'est un sujet, en fait, qu'on peut poser, voir s'il y a intérêt ou pas, en fait, à aller, je sais pas, proposer ça, aux services, à partir de nos bénéficiaires. À Vivatech, il y avait aussi toute une partie sur la mobilité et sur des nouveaux services. Là, c'était sur le stand des équipementiers Valeo. On a rencontré la startup Convocar. Eux, ils se présentent comme le jockey de l'entretien auto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous devez déposer votre voiture pour la faire réparer ou entretenir, eux, ils peuvent venir chercher votre véhicule soit chez vous, soit au bureau, et pareil, venir vous la déposer après la journée d'entretien. Ce qui peut être intéressant pour Edenred dans le cadre des services cartes qu'on propose, notamment au niveau de la business ou de la TFP, c'est de proposer des services additionnels à côté de nos cartes et pourquoi pas proposer aux gestionnaires de flotte ce type de services. On a également rencontré Genji. Alors Genji, c'est une start-up dans la gestion de frais professionnels. Une interface pour l'utilisateur sur son smartphone pour scanner sa facture et un middle office pour les entreprises et les départements de comptabilité. La gestion des frais professionnels, chez Edenred, ça vous connaît. C'est pour ça qu'en fait, vous avez un partenariat avec Genji et vous êtes en train de l'approfondir depuis l'année dernière. Mais c'est aussi intéressant pour le business de ProWeb, puisque nous, la fonctionnalité de remboursement, c'est quelque chose qu'on propose aujourd'hui au comité d'entreprise et dans le cadre du développement de notre nouveau logiciel, c'est une fonctionnalité qu'on souhaite améliorer. Donc, pourquoi pas nouer également un partenariat avec eux. Bon, comme vous le voyez, ça, ce sont que des exemples. Il y avait vraiment beaucoup d'exposants. Pas forcément des choses directement transposables chez nous ou des partenariats directement louables avec ces startups, mais beaucoup de choses inspirantes et beaucoup d'énergie aussi de la part des start-upers qui c'est assez fabuleux finalement d'être en contact avec eux parce qu'ils sont totalement engagés dans leurs produits, ils veulent nous vendre, ils sont convaincus et assez convaincants. Donc pour la suite de la présentation, j'aimerais vous présenter Agathe Choka, qui est en charge de l'innovation chez Edenred Group. Et donc, elle va nous parler de ce qu'on a fait. Ah ben, justement, donc Antoine Dumurgier qui nous rejoint aussi, donc en charge de l'activité Fuel Group. Donc, ils vont nous parler de ce qu'on a fait, nous, chez Vivatech. Bonjour à tous, merci Véronique pour l'invitation. Donc, Agathe Choka, je suis en charge de l'open-innovation technique. Donc, en effet, Edenred est présent cette année à Vivatech pour la deuxième fois sous le format d'un concours de pitch. Le concours de pitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format un peu obligatoire pour toutes les startups qui ont en général 5, 7, 10 minutes maximum pour présenter devant un jury leur proposition de valeur, leur business model. Et là, en l'occurrence, comment ils voyaient leur collaboration avec Edenred. L'année dernière, on était sur le thème des RH, et cette année, c'était plutôt tourné sur l'mobilité professionnelle. Et donc, le jury est composé d'Antoine, entouré de Élie, Anne-Sophie Sibou et Philippe Dufour. Donc, on a eu un appel à projet pour candidater quelques semaines avant Vivatech, voire 2 mois. On a eu plus de 60 dossiers présentés, avec un entendement assez large de ce que la mobilité professionnelle. Il y avait également des startups sur les parcours RH inter-entreprises ou l'évolution des professionnels. C'est une partie de la mobilité professionnelle, mais là, on parlait plutôt de la mobilité physique. On est tourné vers les MAS, alors, cet acronyme, Mobilité as a Service. C'est tous les agrégateurs, notamment de flux d'informations, qui vous permettent de gérer votre mobilité au quotidien. Par exemple, Citizy ou Mobility, c'était ce genre de startup. Et on a eu des choses aussi liées à nos agendas et à la gestion de l'information dédiée à nos voitures professionnelles, notamment aussi WeNow, par exemple, qui nous permet d'avoir un dashboard, une plateforme d'information sur nos comportements et notamment les émissions de carbone, ce genre de choses liées à la mobilité plutôt verte. Et je vais essayer, Antoine, de vous présenter Carfit, qui a été la lauréate de notre concours cette année.
Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine Dumurgier, je m'occupe de l'activité Fleet et Mobility au niveau du... Donc, on a retenu effectivement la société Carfleet qui intervient dans le monde de l'entretien des flottes de véhicules. Alors, je ne sais pas si vous savez, parce qu'on ne fait pas encore ça en France chez Edenred, mais en Amérique latine, on a développé de grandes activités d'entretien de flottes de véhicules où en fait, on prend en charge l'entretien pour le compte de nos clients. C'est-à-dire qu'on a créé, on a affilié un réseau de garages indépendants avec qui on a négocié des coûts de main-d'œuvre, des coûts de pièces, etc. Et on a un système d'information qui nous permet de gérer toute la maintenance, à la fois la maintenance préventive, changer les plaquettes de frein, etc., mais également tout ce qui est réparation, etc. Et c'est un gros business en Amérique latine. On fait ça au Brésil, on fait ça en Argentine, on fait ça au Mexique, et on est en train de lancer cette activité en Chine. C'est assez intéressant de voir qu'en Chine, on ne faisait pas encore de Fleet et Mobility, mais on va démarrer par la maintenance et non pas par la carte carburant, puisque en Chine, l'écosystème ne nous permettait pas de faire de la carte carburant, en revanche, il nous permet de faire de la maintenance. Tout ça pour dire qu'on a un intérêt sur la maintenance de manière générale. Et alors, que fait Carfleet? Donc, c'est une boîte de techno. Hein. Leur objectif, c'est d'y mettre un petit device, un petit truc qui se colle à l'intérieur du véhicule et qui enregistre les vibrations du véhicule. Et en fait, en faisant une analyse fine des vibrations du véhicule, ils peuvent détecter des problèmes d'usure de pièces. Par exemple, un amortisseur qui ne marche plus, un peu usé, etc. Et donc, ça permet aux gestionnaires de flotte d'anticiper les besoins de maintenance. Alors, c'est encore expérimental, hein, c'est une start-up qui démarre, mais ils ont déjà quelques dizaines de milliers de ces grandes équipes pastilles rondes dans lesquelles, en gros, il y a un accéléromètre. Ils sont en plein déploiement. Donc, en fait, on les a récompensés à la fois au niveau du pitch qui a été réalisé, qui était très convaincant, mais également parce qu'il y a de la techno, il y a un modèle économique derrière, et ça nous paraît très prometteur. Et donc, en fait, d'une part, on va les accompagner en termes de mentoring pour les aider à réussir. Donc, mais également, on va peut-être faire des partenariats avec eux. Donc, on les a mis en relation avec nos équipes brésiliennes qui sont les plus lancées sur le domaine. Et donc, peut-être qu'on pourra utiliser leur technologie pour nous aider à mieux anticiper la maintenance des flottes. Voilà. Donc, au global, c'était un très bel événement. Je pense une belle visibilité pour Edenred. Toutes les startups qui étaient là étaient très pertinentes. Et je ne doute pas qu'on pourra réorganiser ça l'an prochain. Voilà. Oui, on voulait vous parler aussi une minute d'une autre forme d'open innovation. Donc, Vivatech, c'est vraiment la collaboration grand groupe avec les startups qui est mise en avant, mais également l'intrapreneuriat, qui est une pratique qui se développe de plus en plus dans les grands groupes. Edenred, vous avez peut-être un programme qui s'appelle Edenred Factory, qui est le programme d'intrapreneuriat. L'idée, c'est comment on capte des idées innovantes et potentielles futures startups, en tout cas entrepreneurs, au sein de nos collaborateurs. Donc, tous les grands groupes se lancent, tout le monde a 1 ou 2 ans d'expérience, c'est le cas pour nous. Edenred Factory a été lancé l'année dernière sur une première approche customer. Il y avait l'Europe, le Brésil et la Turquie qui étaient pas comme pays. Cette année, elle a été relancée à tout Edenred, toutes les filiales également. Donc, c'est un programme qui est vraiment l'idée de mettre en avant des projets qui ont un potentiel de business intéressant, qui ont un potentiel de création de valeur vis-à-vis de nos adjacences. Et en l'occurrence, ça permet du coup aux collaborateurs qui sont sélectionnés, il y en a un peu en général, d'innover sur un projet pendant 6 mois. Il va être dédié à ce projet pour structurer et être accompagné en externe auprès du groupe. L'année dernière, vous avez peut-être entendu parler d'Aïcha, qui avait gagné avec Cantine. Donc, elle continue, elle a rejoint les équipes de François Foyer et Bernard Dessange à l'innovation. Donc, Cantine était un peu un équivalent de Vladis dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le projet est toujours en maturation, notamment sur son business plan, avec quelques difficultés, mais Aïcha, en tout cas, a tenu le projet pendant plus d'1 an. Cette année, donc les candidatures ont été closes la semaine dernière. Les finalistes viennent cette semaine donc, du Brésil, du Mexique et de la Roumanie. Le jury, dont Antoine fera partie là encore, aura lieu le 2 juillet prochain pour définir qui sont les lauréats de cette année. Et on retiendra un certain nombre, évidemment. Et les candidatures reviendront l'année prochaine, donc pensez-y. Merci. Merci. Bon, j'espère que voilà, cette matinée vous a plu. On vous donne rendez-vous prochainement, donc restez connectés pour cette 2e étape qui va nous parler d'expérience, donc d'innovation.
Voilà, merci à tous et puis bonne journée.